Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la particularité industrielle de Tesla qui est de limiter les sous-traitants en produisant en interne ses pièces détachées. Cette particularité peu commune est le cœur même de la stratégie du constructeur pour ne plus être à la merci de ses concurrents. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Depuis le tout début de l'aventure, Elon Musk a voulu produire ses voitures avec un maximum de composants maison. En effet, prendre des éléments existants et les assembler pouvait sembler plus facile. Et pourtant, c'est en réalité beaucoup plus difficile et la mésaventure de la boîte de vitesse du premier Roadster en est la preuve. Voyons ce qu'il s'est passé à l'époque. Septembre 2008, Tesla commence à produire son Roadster avec une boîte de vitesse à un seul rapport fabriquée chez BorgWarner en raison d'une casse à répétition des boîtes automatiques à 2 rapports qui étaient prévues au départ et qui étaient fabriquées chez l'équipementier Magna. Pour obtenir les performances promises, le constructeur revoit totalement son moteur afin de disposer d'une plage d'utilisation plus grande. Cette affaire aurait pu sonner le glas de l'entreprise si Elon Musk n'était pas allé voir les clients qui attendaient leur auto avec une mauvaise nouvelle. Le prix annoncé ne pourrait pas être tenu. Malgré certaines critiques et protestations, les clients ont globalement soutenu Tesla et la voiture a finalement été un succès. Voilà une des premières raisons pour laquelle Elon Musk préfère maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, mais c'est loin d'être la seule. Comme tout bon entrepreneur et surtout en tant que passionné d'ingénierie et de voitures, il ne pouvait ignorer la plus grande aventure automobile américaine du siècle dernier. La formidable histoire de Preston Tucker et de sa voiture du futur. Pour ceux qui seraient tentés de dire que Tucker n'a pas été la seule grande aventure automobile américaine et que DeLorean en est une bien plus grande, sachez que DeLorean n'a jamais produit d'auto aux États-Unis. C'est dans une usine en Irlande du Nord que la marque a fabriqué ses 9000 voitures existantes. Mais nous y reviendrons un petit peu plus loin, car DeLorean a probablement également influencé Musk dans ses décisions stratégiques. Revenons au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à Preston Tucker. La guerre est finie et les Américains rêvent d'une nouvelle voiture. Les chaînes de production des constructeurs américains historiques repartent doucement avec des modèles très légèrement remaniés des versions de 1941. Pas très glamour tout ça. Pourtant, la guerre a apporté de multiples évolutions technologiques, mais qui restent pourtant cantonnées au domaine militaire, en raison de craintes que suscitent Staline et le bloc soviétique. Bien loin de ces préoccupations de guerre froide à l'époque, le grand public a besoin de sensationnel, et Tucker arrive à point nommé avec sa voiture révolutionnaire. Moteur arrière à injection, boîte de vitesse à double convertisseur, pare-brise éjectable ou ceinture de sécurité et frein à disque, la voiture est plus performante, plus confortable, plus habitable et plus sûre que toutes les autres au monde. La Tucker a tout pour plaire et l'engouement du public est énorme. Alors qu'aucun prototype n'est prêt, Tucker vend des milliers d'actions et prend les précommandes. Je vous passe les détails, mais la conception de l'auto devient vite un cauchemar, et ce n'est rien en comparaison des ennuis dans lesquels se mettra Tucker pour produire son auto. Si vous le souhaitez, je vous ferai un épisode du dimanche matin pour vous raconter toute l'histoire. Alors qu'il se voit attribuer la plus grande usine du monde à Chicago, Tucker avance doucement pour produire son auto. Il a pourtant plusieurs problèmes à régler s'il veut réussir son coup. Le premier est le moteur. L'équipe technique de Tucker est issue de la compétition automobile et aussi performant qu'il soit, le groupe motopropulseur prévu est totalement inadapté à un usage grand public. Pour fabriquer son auto, l'homme d'affaires américain a besoin d'un moteur, mais il s'est mis à dos tous les constructeurs américains. Preston Tucker partage en effet le même défaut qu'Elon Musk. Il parle trop et parfois trop franchement. La puissance des constructeurs américains d'alors est bien plus grande qu'aujourd'hui, et Tucker ne peut trouver de moteur pour son auto. Il doit son salut à Howard Hughes, magnat de l'aviation et du cinéma, qui lui indique une entreprise en faillite et dispose d'un moteur d'hélicoptère parfaitement adaptable. Tucker rachète la Air-Cooled Motors Company et fait modifier le 6 cylindres à plat de l'hélicoptère Bell B-47 pour le mettre dans sa voiture. Sitôt qu'il entre en possession de la société, Preston Tucker annule purement et simplement toutes les commandes de moteurs des autres clients existants. Autre avantage de la Air-Cooled Motors Company, elle dispose de sa propre aciérie, permettant de fournir à Tucker les tôles d'acier dont il a besoin pour ses châssis et carrosseries.
En effet, les fournisseurs traditionnels de l'automobile étaient majoritairement dépendants des 3 grands constructeurs de Détroit. Ils ont donc logiquement décliné les offres de Tucker pour fournir l'acier nécessaire à la construction de ces autos. L'histoire de Tucker est parfois étrangement similaire à celle de Tesla, mais avec des résultats totalement différents. Alors que Tucker s'est vu bloqué dans sa progression pour un moteur, le composant nécessaire à Tesla a été tout autre. Il s'agissait d'un outil nécessaire pour la production en masse des voitures, à savoir les robots. Grohmann Automation est une vieille société allemande, bien implantée dans l'industrie automobile. Tesla est déjà client de l'entreprise, mais le plus gros du chiffre d'affaires provient de constructeurs allemands tels que BMW, Daimler AG ou Audi. Alors que la survie de Tesla est en jeu, les délais de mise en production de la Model 3 sont primordiaux et le nombre de robots en jeu est énorme. Grohmann temporise et ne veut pas se mettre à dos ses clients historiques en fournissant Tesla en priorité. Musk décide alors de prendre en main la fourniture de ces robots et rachète tout simplement l'entreprise allemande. Karl Grohmann, furieux de l'annulation des contrats de fourniture de robots aux autres clients que Tesla, quitte la société en claquant la porte. Sans cette manœuvre, Tesla ne serait plus qu'un souvenir aujourd'hui. Il est probable que Musk connaissait l'histoire de Tucker, ce qui lui donnait la conduite à suivre pour ne pas être entravé par ses concurrents. Techniquement parlant, la décision de produire certains éléments en interne a également du sens, et ce pour 2 raisons, les secrets de fabrication et le contrôle de l'évolution technologique. Et c'est là qu'on va faire le parallèle avec DeLorean. Bien que fondée par un des anciens patrons de General Motors et Chrysler, la société démarre à la fin des années 1970 avec un projet ambitieux de coupé de prestige. John Zachary DeLorean donne son nom à un coupé époustouflant en inox, arborant de belles portes papillons. Les dessous de la machine sont pourtant bien moins reluisants. DeLorean ne produit et ne crée quasiment rien en interne. La motorisation et les trains roulants sont fournis par Renault, tandis que l'ingénierie est prise en charge par Lotus. À part sa peau en inox et ses portes, la DeLorean est une copie technique de la Lotus Esprit dans sa fabrication. La voiture est constituée autour d'un châssis poutre qui se voit équipé d'une coque en fibre de verre sur laquelle est collée la carrosserie en inox. La fiabilité des Lotus de l'époque aurait dû alerter DeLorean, mais confiant dans son expérience de l'automobile, il lance la production en Irlande du Nord dès 1981. Les plans de production prévoyaient 20 000 autos par an et les contrats avec les fournisseurs sont signés. La première année de production, par contre, table sur 7500 véhicules, le temps de roder la chaîne de production. Et là, c'est le flop total. Très cher, la voiture est très loin des attentes des clients en termes de performance. Le V6 Renault catalysé peine à délivrer 130 chevaux, tandis que la fiabilité des faisceaux électriques fait défaut. On ne compte plus les clients bloqués dans leur auto en raison des clenches électriques défectueuses des portes, et en plus la voiture subit des incendies dus à des courts-circuits. Les lourdes portes ne sont pas sans défaut en raison d'un système de maintien d'ouverture trop faiblard. La mouette a bien souvent les ailes basses, donnant un air malheureux à la pauvre voiture. Pour une voiture de prestige, ça se pose là quand même. Seules 3000 voitures trouvent preneur en 1981 pour 6700 produites. De plus, les avaries sont si nombreuses qu'une partie des pièces destinées à la production sont utilisées pour réparer les voitures en circulation. Pourtant, ce ne sont pas ces défauts qui tueront DeLorean, mais l'incapacité du constructeur à les corriger. Les contrats sont signés et tout changement aurait coûté cher, alors que les caisses du constructeur sont vides, faute de clients. La production continue en 1982 avec un peu moins de 2000 voitures, mais les choses ne s'améliorent pas. Pire, les dettes s'accumulent comme les stocks de voitures invendues. John Zachary DeLorean fait alors appel à un expert mondialement reconnu dans le domaine de la production automobile pour corriger le tir. Sandy Munro. Eh oui, déjà lui. Il repère de multiples erreurs de conception et de fabrication, mais il est trop tard. DeLorean produit encore 276 autos en 1983 avec des pièces encore disponibles, mais le constructeur est déjà mort. Je ne fais ici que survoler ce sujet. Si vous voulez que je vous fasse un épisode sur cette auto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai et on parlera effectivement de tout ce qui s'est passé autour. Encore une fois, je ne peux imaginer qu'Elon Musk n'avait pas connaissance de cette histoire et ses décisions ont été à plusieurs reprises dictées par cette malheureuse aventure. Contrairement à DeLorean, Tesla a mis un point d'honneur à livrer les autos promises avec les performances attendues, réglant ainsi le souci des ventes. Dans 2 exemples connus par le public au moins, c'est grâce à l'éviction des fournisseurs extérieurs que tout cela a été possible. Le premier exemple est celui des portes Falcon de la Model X. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets dans les fiches et en description. Pour simplifier, les ingénieurs de Tesla avaient sous-traité le développement de ces portes, qui devaient être hydrauliques au départ.
L'incapacité du fournisseur suisse à fournir un système fonctionnel fiable a conduit les ingénieurs de Tesla à demander un système 100% électrique, que le fournisseur ne voulait pas faire puisqu'il ne savait pas le faire étant donné qu'il était spécialiste des systèmes hydrauliques. Musk a tranché dans le vif en annulant le contrat externe et donnant carte blanche à ses équipes internes pour redessiner totalement le système. Et le résultat a été celui qui est mis en production quelques mois plus tard, sauvant ainsi le modèle mais également la marque. Un autre exemple moins connu est celui des sièges de la Model 3. Dans le domaine des sièges de voiture, les gros poids lourds du secteur industriel sont Faurecia et Recaro. Tous deux sont fournisseurs de Tesla au démarrage de la production de la Model 3. Vu les volumes en jeu, c'est le premier qui fournit l'usine de Fremont en siège pour cette auto. Les premiers clients remontent une insatisfaction en ce qui concerne le confort de ces sièges, et le bureau d'études de Tesla revoit sa copie. Pour valider leur design, les ingénieurs démarrent une chaîne de production de taille réduite au second étage de l'usine de Fremont, afin de remplacer les sièges des premiers clients et recueillir leur avis. Énorme succès. Les nouveaux sièges sont très appréciés et Musk demande à Faurecia de modifier les sièges fournis pour la suite de la production. Le fabricant refuse en se cachant derrière le contrat signé avec Tesla, certain de faire plier le constructeur américain. Musk décide alors purement et simplement d'annuler le contrat, encore une fois, et de produire ses sièges en interne. La réactivité de Tesla a permis de passer le cap, et la marque produit maintenant ses propres sièges. Enfin, dernier point et non des moindres, c'est dans le secteur stratégique des batteries que Tesla joue un jeu gagnant en ce moment même, car les volumes deviennent tels que la concentration verticale de Tesla est primordiale pour l'avenir du constructeur. Si la situation peut paraître complexe, ce n'est pourtant qu'une apparence. Avec le premier Roadster et la Model S, Tesla devait apprendre à fabriquer des voitures, bien avant de fabriquer des batteries. Les batteries étaient un sujet secondaire, mais pourtant fondamental pour le produit. La position du constructeur californien au début de son existence est à mi-chemin entre celle de Tucker et celle de DeLorean. Tucker avait les moyens de se procurer son moteur, tandis que DeLorean faisait appel à un fournisseur extérieur sur lequel il n'avait aucun contrôle. Tesla, par contre, fait appel à Panasonic et propose un marché extrêmement intéressant pour les deux parties. Avec le nombre de batteries demandées par Tesla, Panasonic voyait ses ventes exploser, tandis que Tesla profitait de ce partenariat pour apprendre à faire des batteries. Entre les recherches en interne concernant la chimie et la géométrie des cellules, la production à grande échelle est assurée par Panasonic. L'étape Roadster, Model S et Model X est donc assurée en ce qui concerne la fourniture sur des batteries. Lorsqu'il a été question de produire la Model 3, les volumes étaient nettement plus importants et Tesla a diversifié ses apports. Panasonic, mais également CATL pour les batteries LFP des modèles 3 SR+ en Chine par exemple. Pour ce qui est de l'explication sur ces batteries, je vous renvoie à l'épisode de mardi dernier qui concerne ces fameuses batteries LFP. Plusieurs fournisseurs externes entrent dans la danse, mais en plus, Tesla a eu le temps de concevoir la cellule qu'il lui faut pour les prochaines étapes de son développement, la 4680 Roadrunner. Proposée en 3 versions, celle-ci sera fournie par de multiples sources, assurant un approvisionnement régulier. Les LFP seront probablement produites par CATL, tandis que LG Chem et Panasonic s'occuperont des modèles nickel-manganèse. La dernière version, la plus technologiquement avancée et nommée High Nickel par Musk, sera produite en interne, préservant ainsi ses secrets de fabrication et son avance technologique. Tesla ne met pas tous ses œufs dans le même panier cette fois, mais garde un œil sur la concurrence. Il prend même de l'avance en rachetant le fabricant de supercondensateurs Maxwell pour l'intégrer dans son équipe de pointe du développement des batteries du futur. Si les matériaux nécessaires aux batteries LFP sont très courants et abondants, il n'en va pas de même pour le nickel, et cela Musk le pressent depuis bien longtemps. Pour s'assurer les approvisionnements à des prix raisonnables et contrôler la ressource, Tesla vient de passer un accord avec la mine Goro en Nouvelle-Calédonie. Le consortium qui en résulte donne un avantage stratégique à Tesla, mais aussi à ce territoire dont le nickel est une ressource importante. Autre fourniture nécessaire aux batteries, le lithium. Musk a obtenu une énorme concession pour ce métal dans le Nevada, soit proche de sa Gigafactory qui produit les batteries. Ici, le but n'est pas de s'assurer la ressource, puisque le lithium est abondant et disponible partout dans le monde. Le but est de produire un lithium bon marché tout en respectant l'environnement. Musk s'assure ainsi un double avantage. L'image de Tesla s'en trouve améliorée et les coûts de production de ses batteries baissent.
En conclusion, on peut fortement présumer que la réussite de Tesla repose bien sur la concentration verticale de ses activités. Au début, petit constructeur ne sachant même pas produire une voiture, Tesla est devenu une machine capable de produire des ressources primaires, de fabriquer son propre outil de production et au final de vendre son produit en ne dépendant que très peu de sources incontrôlées. Ce sont les enseignements des échecs de Tucker et de Lorean qui ont été les atouts de Musk pour prendre la décision qui s'impose au bon moment, afin de garantir la croissance de sa marque. La multiplicité des métiers en présence fait de Tesla un énorme potentiel de progression dans la technologie, mais surtout dans la manière de produire des voitures électriques. Elon Musk l'a toujours dit, ce n'est pas dans les machines que réside le secret de la réussite de Tesla, mais dans la machine qui produit la machine. Cela commence à se vérifier et si les concurrents font feu de tout bois pour proposer des autos concurrentes à Tesla, tant qu'ils ne pourront pas les produire comme le fait le constructeur californien, ils ne pourront pas rattraper leur retard. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et vous souhaite bonne route. Prenez soin de vous. Ciao.